Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette petite vidéo. Je me présente, Abdoulaye Cissé, lead data ingénieur à Bamtou. Donc aujourd'hui je vais vous parler de AWS Glue. Pour le sommaire, je vais d'abord présenter AWS Glue. Ensuite, on aura une petite partie, un use case qu'on va implémenter. Donc je vais d'abord vous parler de l'architecture du use case et ensuite passer à la pratique. Voilà, donc AWS Glue est un service d'intégration de données sans serveur, serverless. Donc on se prend pas la tête avec l'infrastructure. Donc ce qui facilite la découverte, la préparation, le déplacement et l'intégration de données depuis des sources multiples pour l'analytique et le machine learning. Voilà, donc AWS Glue nous permet de connecter plus de 70 sources de données diverses et de gérer les données dans un catalogue centralisé. Il permet aussi d'exécuter, de créer, d'exécuter et de surveiller de façon visuelle des pipelines d'extraction, de transformation et de chargement de données. Il comprend également des outils supplémentaires de productivité et de DataOps pour la création, l'exécution et de pipelines et la mise en œuvre de workflow. Alors, AWS Glue consolide les principales capacités d'intégration de données en un seul service, tout en incluant la découverte de données, l'ETL moderne, le nettoyage, la transformation et le catalogage centralisé. Donc, il est serverless, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on ne se prend pas la tête avec la partie infra. Et il prend en compte de façon flexible toutes les charges de travail telles que ETL, ELT et du streaming. Donc là, nous avons l'architecture du use case qu'on va mettre en place. Donc pour cette partie pratique, on a récupéré des données partagées sur Kaggle d'un site e-commerce basé au Brésil. Et l'objectif sera d'évaluer le service de livraison de ce site e-commerce. Donc on va évaluer le délai d'attente moyen pour un client, le délai qui s'écoule de façon moyenne entre la commande et la réception du colis. Donc on va faire cette étude-là, comparer les différentes villes qui sont disponibles parmi les données à disposition et voir quelle est la moyenne, le nombre de commandes par ville, le délai d'attente, le temps d'attente minimal et le temps d'attente maximal. Et sur cette base, ça va nous permettre d'évaluer en quelque sorte le service de livraison, voir s'il y a des optimisations à faire ou si le service de livraison est efficace. Voilà. Donc les données brutes seront directement chargées sur AWS S3 qui va nous permettre, qui va faire ici permettre de stocker les données de façon brute, donc qui sera notre data lake. Et de là, nous avons AWS Glue qui va venir agréger ces données pour refaire sortir les métriques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après, les résultats seront stockés sur notre entrepôt qui est sur Snowflake. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la partie pratique et voir tout ça. Voilà, là je me suis connecté à mon compte AWS. Donc comme je disais tout à l'heure, toutes les données brutes sont stockées au niveau de AWS S3, au niveau de ce bucket. Maintenant dans ce bucket, qu'est-ce qu'on a? On a Customer qui sont les informations des clients. Donc ici on peut trouver les adresses des clients, les infos, toutes les infos relatives aux clients. Location, là on a les infos des différents points de vente. Et là, comme order, ce sont les commandes effectuées par les clients. Product category, donc les catégories de produits qui sont disponibles. Là, nous avons les produits au niveau de product. Et là, nous avons les différents vendeurs. Voilà. Donc nous, si vous vous rappelez bien, l'étude qu'on veut faire, c'est sur le service de livraison. Donc on faut grouper ces infos par ville et avoir la moyenne de délai d'attente pour les différentes livraisons effectuées.
Donc pour ça, nous avons besoin ici déjà des commandes. Donc parmi les commandes, on va sélectionner parmi ces commandes-là, les commandes qui ont été livrées. Et dessus, on va croiser ces infos avec les infos des utilisateurs pour avoir les adresses. Et après ça, faire les agrégations nécessaires afin d'avoir le résultat qu'on attendu. Voilà. Donc là, on peut switcher sur l'interface de Glue. Donc là, c'est le service Amazon AWS Glue. Donc quand je vais sur AWS Glue et je clique sur AWS Glue Studio, donc le studio en quelque sorte il permet de créer un pipeline, de faire des tests là-dessus, de l'exécuter de façon afin de débugger les différentes actions qu'on effectue. Et donc voici un peu l'interface qu'on a lorsqu'on clique sur AWS Glue Studio. Donc là dans ce premier bloc, on peut créer un pipeline. Donc pour ce faire, on a deux possibilités, soit on a un pipeline graphique ou un pipeline avec du code. Donc là, ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va prendre un pipeline graphique avec une source et une destination. Et là, il demande un peu quelle est la source et quelle est la destination. Donc ici, nous, on va lire les données depuis AWS S3. Et là, le target, on va déverser ces données. Donc là, vous voyez toutes les targets qu'on a. Mais là, nous, on va les déverser sur Snowflake. Voilà. Et à partir de là, on peut cliquer sur ce bouton Create. Voilà. Et quand je clique dessus, voilà cette interface que j'ai. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, c'est actuellement le tout est graphique. Donc ici, au niveau de cette rubrique-là, vous avez les différentes sources disponibles. Donc tout à l'heure, j'ai sélectionné la source en créant, mais c'est possible aussi de la modifier. Par exemple, si je vois que la source que j'ai sélectionnée n'est pas la bonne, je peux modifier cette source-là. Donc là, nous avons les actions. Alors les actions, c'est toutes ces transformations-là qu'on a entre la source et la destination. Donc comme transformation là, comme vous pouvez le voir, il y a le change schema qui va permettre en quelque sorte de changer le nom des champs, de changer le type des champs, de supprimer des champs, etc. Donc c'est ce type de transformation qui va permettre d'effectuer. Là, on a le join qui va permettre de faire des jointures. Donc ça, on va l'utiliser. Comme vous verrez ça lors de la mise en place de notre pipeline. SQL Query qui va permettre d'effectuer des requêtes SQL, etc. Donc il y a pas mal de transformations qui sont disponibles. Voilà. Voilà, donc là nous avons le pipeline qui va nous permettre d'évaluer les délais de livraison. Donc ne vous inquiétez pas, je vais expliquer étape par étape les différents composants qu'on a là. Donc comme vous le constatez déjà, nous avons en quelque sorte un diagramme acyclique dirigé qui va de la source à la destination. Donc qui est ici Snowflake. Donc à la première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on lit les données du customer. Donc pour ce faire, donc quand je clique sur le composant, à droite là, vous avez les infos. Donc ici, on spécifie l'URL du fichier du dossier sur S3. Donc là, on lit de façon récursive, c'est-à-dire qu'il va il va lire tous les sous-dossiers qui sont contenus dans le dossier. Et là, on spécifie le format et le délimiteur. Donc c'est un fichier CSV qui contient les infos du client en quelque sorte. Voilà, donc là c'est la première étape. Et ici au niveau de Output Schema, on peut voir les différents champs qu'on a en sortie. Donc on a l'ID du customer, le unique ID du customer, le zip code, code postal, et là nous avons la ville. Donc cette info, c'est celle-là qui nous intéresse dans notre cas, avec l'état du customer. Donc l'état où ce customer state. Voilà. Donc après cette étape, nous avons un apply mapping qui va permettre en quelque sorte de renommer les champs. Donc histoire, étant donné qu'on va effectuer une jointure à ce niveau, donc les champs qui ont les mêmes noms, on peut renommer pour faire une différence et ça va permettre de voir la provenance de chacun des champs. Voilà. Donc à ce niveau, on lit les commandes effectuées par les clients. Donc même chose, là on fournit l'URL du répertoire dans S3.
On donne le format et le délimiteur. Voilà. Ici aussi, on peut cocher cette case, lire de façon récursive. Donc ça, c'est plus si on avait plusieurs. Mais dans ce cas, on a juste un fichier plat, donc c'est pas méchant. Voilà. Donc first line, donc là, on spécifie que la première ligne, c'est l'entête du fichier. C'est un fichier CSV, donc c'est sûr que la première ligne contient l'entête du fichier, comme en tant que tel. Donc là, on le spécifie. Voilà. Voilà, donc là, à ce niveau, nous avons la jointure. Donc, je vais cliquer sur cette étape. On va regarder ça ensemble. Donc, pour la jointure, on va joindre les commandes et les infos des utilisateurs. Donc, comme clé de jointure, on va utiliser le Customer ID. Donc là, on a les différents types de jointures disponibles. Inner join, left join, right join, outer join, left semi join, left anti join. Donc, on va prendre le inner join à ce niveau. Et utiliser comme clé le Customer ID. Donc de ce côté, sur List Order, ici, on va prendre le Customer ID. De l'autre côté, on prend le champ qu'on avait renommé avec le Apply Mapping, donc le Write Customer ID. Voilà. Donc on peut ajouter d'autres conditions, mais bon, nous dans notre use case, ça c'est largement suffisant. Donc l'étape suivante, donc là on a une requête SQL qu'on va jouer. Donc cette requête-là, sur cette requête, on fait un datadiff qui va permettre un peu de calculer le temps qui s'est écoulé entre la commande et la réception du colis. Donc là on fait un datadiff entre le customer delivery date et le order process time, c'est-à-dire le temps où il a effectué la commande et le temps où il a reçu sa commande. Voilà, donc on fait ce datadiff là et on allie à ça en tant que order delivery customer delay. Et maintenant ici on fait un filtre sur le order status. Donc on va faire cette étude uniquement sur les commandes qui ont été livrées. Donc on filtre sur le status. Donc on vérifie on récupère tous les ordres dont le statut est à delivery. Et l'ordre va porter sur l'année 2018, donc on fixe ça à ce niveau. Donc sur les données qu'ils ont partagées, je pense qu'il y a du 2018, 2017. Mais 2018 il y a plus de données, donc on va faire l'étude sur 2018. Maintenant sur l'étape suivante, on va exécuter, c'est là qu'on va exécuter les agrégations. Donc si vous vous rappelez bien, notre objectif c'est de voir comment le service de livraison, et de faire des études du service de livraison par ville. Voilà, donc voir d'une ville à l'autre les différents comportements qu'on a, voir les temps moyens d'attente, compter le nombre de commandes, voir le minimum de temps attendu par le client pour une ville donnée et le maximum. Donc pour ce faire, on utilise cette action d'agrégation là, disponible à ce niveau. Donc on agrège par, ici on sélectionne le champ qui sera utilisé pour effectuer l'agrégation, c'est le Customer City, c'est la ville. Et ici on va spécifier les différentes fonctions d'agrégation qu'on va utiliser sur les différents champs. Donc ici on récupère le temps d'attente qu'on a calculé avec la requête SQL précédente et on fait la moyenne de ce temps d'attente, le average. Donc il y a pas mal de fonctions qui sont disponibles à ce niveau. Donc là, on prend le average. Ici, order ID, les commandes, on va compter les commandes. On fait un count. À ce niveau, nous avons toujours le temps d'attente. Donc on prend le minimum. Et ici, on prend le maximum. Donc ça va nous permettre de voir au niveau de la ville le nombre de commandes, la moyenne de temps d'attente, le minimum et le maximum. Et ça nous permet d'avoir une idée globale du temps d'attente pour chaque ville. Voilà. Donc la dernière étape, ou l'avant-dernière étape, il reste 2 étapes. Ok. Donc là, on renomme un peu les champs. Donc on les renomme pour être conforme avec les champs qu'on a côté Snowflake. Donc Snowflake, au lieu de entre parenthèses write Customer City, on a juste Customer City. Donc ici, au lieu de AVG ou de Delivery, on a AVG, on a Average ou de Delivery Day. Ici, au lieu de count, on renomme les champs pour avoir les mêmes noms qu'on a côté Snowflake avant l'insertion. Voilà. Et la dernière étape, on arrondit un peu le champ average ou de delivery delay. Donc là, c'est un champ
qui va, donc c'est la moyenne qui est effectuée à ce niveau. Donc là, on l'arrondit pour avoir un entier. Donc voilà, donc qui va contenir le nombre de jours. Donc quand le client attend 2, 3 ou 4 jours, donc on pourra voir tout ça sur les données qui seront injectées côté Snowflake. Donc là, c'est l'avant-dernière étape. Donc sur la dernière étape, on injecte les données au niveau de Snowflake. Donc là, on va switcher sur Snowflake et voir qu'est-ce qu'on a à ce niveau. Mais avant de partir sur Snowflake, on peut aussi voir les différentes autres possibilités qu'on a ici. Voilà, donc on peut voir les autres options qu'on a à ce niveau. Donc ici, là, on a la partie visuelle du job. Ici, on peut voir la version script du job, qui est par défaut verrouillée. Donc quand on utilise, on met en place le job de façon visuelle, la partie script est verrouillée. Mais n'empêche, on peut décider d'éditer le script. Dans ce cas, le job ne sera plus visuel, mais il sera purement un job avec du code. Donc toutes les actions qu'on effectue de façon graphique, derrière, il y a du code Spark, du PySpark qui est généré. Donc pour chaque étape, donc il y a le bloc de code correspondant à ce niveau. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, si par exemple on est dans un use case où il n'y a pas, on ne trouve pas les agrégations ou les options au niveau de la partie visuelle, c'est possible de directement utiliser du PySpark ou bien du Scala et écrire notre pipeline de façon qui sera purement fait avec du code. Voilà, mais c'est très rare de trouver un cas qui n'est pas couvert par les options disponibles au niveau de la partie visuelle. Maintenant là, on a le job details. Bon, là c'est plus les options du job, le rôle qui sera utilisé par le job pour tourner. Donc, ce rôle devra avoir accès à toutes les ressources que le job va utiliser. S3, si c'est une base de données, le rôle doit avoir accès aux différentes bases, etc. Donc ici, le plus important là, on peut spécifier le langage qu'on va utiliser. Aussi la version de Glue. Donc il y a Glue, il y a la version 3 qui tourne avec du Spark 3.1, du Scala ou bien du Scala 2 ou du Python 3. Voilà. Et là, nous avons la dernière version qui est sortie récemment, j'imagine. Donc là, on a le langage qui sera utilisé. Donc on a le choix entre du Python 3 et du Scala. Donc ici, on a les types de workers. On a deux types de workers. On a les G1X et les G2X. Donc pour notre cas, un G1X déjà il fait 4 virtual CPU et 16 Go RAM. Donc un G2X c'est le double, donc c'est 8 virtual CPU et 32 Go RAM. Voilà, donc pour notre use case, je pense qu'il n'y a pas une grosse quantité de données, on peut aller sur un G1X. Il y a cette possibilité-là de lui dire de scaler automatiquement le nombre de workers. Donc c'est une case assez intéressante. Et dans ce cas, on lui spécifie le nombre de workers auxquels il doit se limiter. Par exemple, si on lui dit automatiquement de scaler le nombre de workers en fonction du job, s'il se rend compte qu'il a besoin de peut-être, je sais pas, 10 workers pour effectuer le job, il va scaler jusqu'à 10 nœuds. Maintenant, ici, si on dit par exemple la limite c'est 15 nœuds, il va scaler jusqu'à 10. S'il se rend compte qu'il faut des nœuds en plus, il peut scaler jusqu'à 15. Mais par exemple, s'il veut encore rajouter d'autres nœuds, s'il a limité à 15, il va pas le faire, il va se limiter à 15. Il va s'arrêter là-bas. Donc là, c'est en quelque sorte une façon de le limiter afin qu'il ne scale pas indéfiniment et que ça ait une répercussion sur la facture. Donc voilà. Donc c'est sûr que si votre job nécessite plus de nœuds que la limite que vous avez spécifiée, votre job risque de failer. Donc et quand il y aura cette erreur là, vous pouvez regarder le job et si vous vous rendez compte que il faut plus de ressources, vous pouvez ajuster le maximum number of workers et faire le nécessaire. Voilà. Donc je vais me limiter à ça. Donc là il y a les différents runs qui ont été effectués avec le job. Un onglet assez important, c'est le schedule. Donc le schedule permet en quelque sorte de programmer le job, lui dire de s'exécuter peut-être chaque fin de semaine, chaque fin de journée, ou bien chaque heure, ou bien ça dépend ça dépend du besoin. Voilà, donc voici un peu pour Glue. Donc je vais me limiter à ces options-là. Donc là, je me connecte à Snowflake. Donc
On a récupéré nos données de PS3, on les a agrégées avec le pipeline et on a injecté les résultats au niveau de Snowflake. Maintenant, on va voir le résultat et apprécier le résultat qu'on a et ça va permettre de tirer une conclusion sur le service de livraison. Voilà, donc pour ce faire, j'ai injecté les données sur une base OLIS. Donc là, il y a le schéma public et dans ce schéma, il y a une table appelée Delivery Delay. Voilà, donc c'est au niveau de cette table-là que les résultats ont été injectés. Donc là, comme vous pouvez le voir à ce niveau, on a 3300 lignes, donc c'est pas grand-chose. Faut pas oublier aussi qu'on a groupé par ville, etc. Voilà. Donc là, je vais requêter sur la table et on va voir, on va prendre les 10 premières lignes. Et donc là, j'ai mon worksheet à ce niveau où je peux faire des requêtes et avoir les résultats tout en bas. Voilà. Donc, je vais pas m'aventurer à lire ces noms de villes du Brésil là. Mais là, si on voit la première ligne, là on voit que voilà, on a un temps moyen d'attente de 21 jours. 21 jours, je sais pas, c'est énorme. Hein. 21 jours, ça veut dire que tu commandes en début de mois, c'est presque à la fin du mois que on te livre. Je sais pas moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez le dire en commentaire. Là, on a le nombre de commandes. Donc, on a 311 commandes sur cette ville-là. Donc, c'est juste un petit set de données qu'ils ont partagé. Bon, c'est sûr qu'en production, on doit avoir plus que ça. Donc, on a 311 commandes. Là, c'est le minimum. Le minimum de temps d'attente, c'est 3 jours. Bon, ça dépend de la politique de l'entreprise. Si l'entreprise vend aux clients qui se font livrer en moins de 24 heures, les 3 jours là, ça le fait pas. S'ils ont vendu ils se font livrer en 72 heures, par exemple, 3 jours, bon, là, ça va, c'est conforme. Le maximum 79 jours, là, c'est presque 3 mois, quoi. Là, je sais pas vous, mais ça, c'est énorme, hein. Voilà. Donc, prenons une autre ville, avec Rio de Janeiro. Ok. Là, le délai moyen d'attente, il est de 15 jours. Donc, c'est mieux que la première ville. Par contre, là, le volume de commandes, il est vraiment énorme, quoi, par rapport au set. Donc là, on voit qu'on a 3376 commandes. Donc, ça doit être une ville vraiment stratégique pour ce site de e-commerce. Ah, voilà. Donc là, le délai minimum, il est à 1 jour. Donc ça, c'est raisonnable. Waouh. 208 jours, pour le maximum. Ça, je sais pas comment on peut expliquer ces 208 jours là. C'est comme si tu commandes un téléphone en début d'année, on te livre, je sais pas moi, en juin ou bien en juillet comme ça. C'est allé, le livreur, il vient, il toque à la porte, il dit oui, monsieur, vous aviez commandé un téléphone. Toi-même, tu te demandes c'est quand tu avais passé, tu as même oublié la commande. Non mais c'est grave ça. Je sais pas comment ils peuvent expliquer ça. Même s'il faut aller au Congo, récupérer les matières premières, envoyer ça en Chine, fabriquer le téléphone, le livrer, bon, c'est 208 jours, c'est inexplicable. Hein. Je sais pas moi. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, donc avec cette petite requête là, déjà, on commence à apprécier un peu les délais d'attente moyens. Donc là, je pense que ça sera plus intéressant d'utiliser un graphe afin d'avoir une vue globale sur l'intégralité du résultat. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est pas la façon la plus optimale d'analyser ces résultats-là. Donc là, on va étudier l'intégralité des résultats. Donc pour ce faire, je vais jouer cette requête-là. Je vais faire un select étoile sur la base. Voilà, on va attendre un peu. Voilà. Donc on va pas exploiter les résultats de la sorte sur cette forme tabulaire. Donc on va utiliser cette option proposée par Snowflake qui permet d'avoir des diagrammes assez basiques afin d'avoir une idée globale sur la donnée. Donc là, voilà. Donc là, comme vous le voyez, hein, à ce niveau, sur l'axe des X, on a les différentes villes et sur l'axe des Y, nous avons les délais moyens d'attente. Et là, on voit carrément que voilà, à ce niveau, on a la moyenne la plus basse qui est à 3 jours.
Et à partir de là, il y a même pas beaucoup de villes hein, où la moyenne de 3 jours est respectée. Je pense que c'est juste sur c'est 2 villes. Hein. Non, à partir de là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, il y a vraiment des ajustements à faire au niveau du service de livraison. Ah, là, c'est vraiment catastrophique. Hein. 168, 148, 59, 50. Voilà. Donc, on peut redresser le diagramme, histoire de voir. Voilà. C'est, voilà. On voit que c'est, voilà. Donc, comme perspective, si par exemple, ils avaient partagé, le nombre, par exemple, s'ils avaient partagé le nombre de livreurs par ville, donc on allait pouvoir, nous, de notre côté, récupérer ces infos-là, les agréger, les ramener ici et voir est-ce que le ratio nombre de livreurs, nombre de commandes, est-ce qu'il est correct. Si ils avaient fait des études, s'ils avaient ce ratio-là, comme par exemple, s'il faut pour 1000 commandes, il faut combien de livreurs en moyenne pour les régler par ville. S'il y a un ratio de 50 ou 100, on peut faire des études de la sorte et ça va permettre de dire est-ce qu'il faut quels sont les ajustements à faire. Est-ce qu'il faut augmenter le nombre de livreurs sur une ville donnée ou s'il y a des villes où il n'y a pas assez de commandes, donc est-ce qu'il ne faut pas récupérer certains livreurs qui sont disponibles dans ces villes-là et les rapatrier vers les villes où il y a beaucoup plus de commandes. Donc on peut faire ce type d'ajustement s'ils avaient partagé les infos sur le nombre de livreurs qu'ils ont par ville. Donc on a pas ces données-là. Mais là, ça vous permet de voir un peu la puissance de tous ces outils-là, l'exploitation de la donnée afin de tirer de la valeur. Donc là, on voit qu'il y a des ajustements à faire sur le service de livraison. Ils font ces ajustements, ils refont ces mêmes études-là une semaine après, un jour après, ou en temps réel, ou un mois après, ça va dépendre. Et automatiquement, ils vont voir si la décision qu'ils ont prise, c'est-à-dire augmenter le nombre de livreurs, rapatrier des livreurs des villes où il y a le moins de commandes vers les villes où il y a le plus de commandes. Est-ce que ces décisions-là ont eu des impacts? Et côté clientèle aussi, ça va se ressentir, ils seront livrés plus vite et la meilleure publicité c'est juste un client satisfait. Donc un client satisfait, c'est celui qui va parler de ça à son entourage et je pense que c'est la meilleure publicité pour une entreprise. Donc voilà on est arrivé au terme de ce use case là. J'espère que vous avez bien pu voir la puissance de cet outil là, combiné à Snowflake et par exemple là si vous avez une équipe de BI qui utilise Power BI ou Tableau, ils peuvent directement se connecter à cette table là et eux ils pourront fournir des graphes avec beaucoup plus de détails. Ils vont permettre d'analyser de bout en bout tout ce qui se passe avec le service de livraison et les actions à mener. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez d'autres vidéos, notamment sur Snowflake là, que j'ai utilisé de façon comme entrepôt, si vous voulez d'une vidéo là-dessus, ou si vous avez des questions de façon globale. Donc la donnée, on dit que c'est le pétrole du 21e siècle, etc. Mais si t'as pas les outils nécessaires, comme vous venez de le voir, les outils qui te permettent de récupérer la donnée, de l'agréger, de tirer de la valeur, si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas la compétence qui va te permettre, les data ingénieurs nécessaires qui vont te permettre de faire toutes ces agrégations-là. Donc on a des sources assez simples. Là, on a récupéré les données directement depuis S3, mais supposons par exemple que qu'on devait les récupérer depuis des bases de données par-ci, des fichiers Excel d'un autre côté, pas mal de sources dispersées. Donc, les data ingénieurs feront le nécessaire et les analystes vont venir fournir les graphes qui vont permettre de vraiment appréhender la situation de l'entreprise et sur cette base-là prendre des actions, revenir le jour suivant ou le mois précédent, le mois suivant, voir si ces actions ont eu les répercussions attendues. Donc voilà, c'est toute cette offre-là que Bamtu met à votre disposition. Les data ingénieurs, les data analystes, les data scientists qui vont faire de l'intelligence artificielle afin d'anticiper, donc ne plus attendre mais anticiper en quelque sorte et voir les actions futures qu'il faudra faire avec pour l'entreprise.
Voilà. Donc c'est tout ça que Bamtu vous met à votre disposition. Donc n'hésitez pas, si vous avez des use cases sur lesquels vous voulez qu'on bosse ensemble, vous pouvez nous contacter. On est disponible sur LinkedIn. Vous pouvez rentrer en contact avec notre service commercial et ça, on se fera un plaisir de travailler avec vous. Alors merci beaucoup pour votre attention et restez à l'écoute. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, Inch'Allah. Bonne journée ou bonne soirée.